Et nous revoilà de retour donc et on a le plaisir d'accueillir notre second invité, Dr Hassam Abdel Fattah, professeur d'analyse du discours. Bonsoir. La circulation était mauvaise? Oui. Bon, alors tout à l'heure on parlait avec Madame Farid El-Chobeichi des nouveaux projets inaugurés par le président et de l'importance de ces projets sur l'agenda du président. Madame Farid El-Chobeichi a mentionné que non seulement c'était important pour le président de la République, mais surtout pour les citoyens égyptiens. Donc à l'heure où nous en sommes maintenant, à votre avis, quels devraient être les projets prioritaires et quel est l'impact de l'inauguration de ces nouveaux projets sur les citoyens égyptiens? Bon, moi je conçois les choses d'une manière un peu différente, un peu ce qui se passe. D'abord, c'est que, moi je me rappelle certainement, à l'époque de Nasser, à titre d'exemple, on a deux types de projets. Tout gouvernement, si vraiment le gouvernement veut développer le pays, veut faire une révolution à tous les niveaux, c'est-à-dire dans le domaine économique, social et tout, il y a toujours deux types de projets. Un projet à long terme, ce qu'on appelle le projet infrastructurel. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'exploiter au maximum les ressources enfouies dans la terre du pays. Et ça, ce sont des projets très productifs. On se rappelle très bien sur Nasser, par exemple, le plan quinquennal. C'est-à-dire, actuellement, l'Égypte actuellement repose sur le projet de Nasser, parce que les grandes usines, le fer, le ciment et tout ça, ça fait partie de ce projet à long terme infrastructurel. Et en même temps, il y a toujours des projets immédiats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut chercher justement à satisfaire tous les besoins du peuple, c'est-à-dire aliments, production alimentaire, industrie, je sais pas, électrique, et tout ça, c'est les deux parallèlement ensemble. Les deux sont corrélatifs. Ce que je vois actuellement, c'est que tout le discours utilisé par le gouvernement, c'est un discours au futur simple. Ça veut dire quoi? Il y aura, on fera, mais pour les projets immédiats, justement parce que 60%, plus de 60%, la majorité écrasante, je dirais même, et surtout la classe moyenne, souffre énormément, surtout après la décision du flottement et aussi d'abord la levée de la subvention et aussi du flottement de la livre égyptienne. Là, vraiment, ce sont les consommateurs qui souffrent. Il aurait fallu quand même trouver un projet pour justement aider ou pour secourir ce peuple. Ça, je ne le vois pas sur le terrain. Pour les projets, on inaugure, oui, c'est-à-dire par exemple le projet, à mon avis, le plus important peut-être, ça c'est la construction des voies. Oui, je comprends. Mais pour par exemple le projet du canal de Suez, deuxième du canal de Suez, ça, il y a toujours un point d'interrogation. Pour ça. Mais il faut quand même chercher à exploiter le désert occidental, le désert de l'ouest, tout ça, de l'est. Il faut voir ça. Et ça, je ne le vois pas sur le terrain. Mais c'est dans le programme du président, il l'a dit. Oui, mais ça, c'est futur. Mais c'est ce qu'on disait avec Nermine, c'est qu'il n'y a pas de communication entre nous et le gouvernement. Pour le gouvernement, il y a autre chose. Pour le gouvernement, il y a l'absence quasi totale de la coordination. Voilà. Pourquoi, par exemple? Je vous donne un titre d'exemple. On a entendu, à titre d'exemple, le président de la Banque centrale faire des déclarations. Et on a vu, par exemple, la ministre de la coopération, de l'économie, faire d'autres déclarations incompatibles. On ne comprend pas. C'est-à-dire à propos du déficit, par exemple, oui, le prêt accordé, et qu'entre les deux même, il y a un malentendu. On ne comprend pas. Et pour le Premier ministre, on a vu des déclarations, il a dit jamais on touchera par exemple le prix des médicaments. Puis après, le lendemain, il y a... Cette incompatibilité, en fait, a fait perdre la confiance totale. Et il ne pense pas utile. Et depuis fort longtemps, on réclame le départ du Premier ministre. Voilà. C'est trop tard. Moi, je vous demanderai là, où est le rôle du Parlement? Le Parlement, c'est la voix du peuple. Il devrait avoir un rôle à jouer dans toutes ces circonstances, n'est-ce pas? Le Parlement s'occupe de la virginité des filles et de la circoncision. C'est des problèmes vitaux. Non, mais le Parlement, c'est vraiment la déception totale. Totale. Je dirais même les quelques exceptions, on n'entend pas leur voix. C'est des gens, c'est ça, ça c'est le résultat des années de la régression culturelle, je ne sais pas moi, même de toute la vie. On a rétrogradé.
l'Égypte elle n'est même pas restée sur le point au moment où comment dire, l'image, son image il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, c'est tout à fait une autre image. Quand on marche dans les rues, on ne reconnaît pas. C'est pas ça l'Égypte. Et c'est pas ça les mentalités. Quand quelqu'un nous dit maintenant qu'il faut faire exploser les pyramides parce que c'est un truc athée, ça alors il faut voir, il faut Mais ça c'était au moment des frères musulmans, ça. Non, non, non. Et après, jusqu'à maintenant. Maintenant, avant-hier, il y a un salafiste qui a dit qu'il faut couper la tête à tous les chrétiens. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Et lui, il n'est pas conscient que tout ce qu'il a dans la main, c'est des chrétiens qui l'ont fait. Le téléphone portable, le mobile, la télévision, la voiture, l'avion, tout. Alors, ça, il y a je ne sais pas, il y a un vide. Mais je crois l'Égypte va se redresser. Je suis sûr. C'est l'espoir de tout le monde, en tout cas. Oui, mais pour que l'Égypte, justement, puisse se redresser, quelles sont les étapes à accomplir? J'ai entendu régresser. Vous avez dit se redresser. Non, se redresser. Redresser. Eh bien, vous dites que votre question, c'est entendu. Oui, les étapes à suivre pour ce redressement. Eh bien, c'est-à-dire que pour le redressement, à mon avis, j'ai une opinion peut-être. Lorsque, par exemple, on a des projets dans la tête, dans l'esprit, par exemple, pour développer un pays, il faut réunir les économistes de tous les courants. C'est-à-dire que, par exemple, droite, gauche, mais en fait, je vois que peut-être les économistes actuellement, les économistes qui élaborent, ils pensent, qui réfléchissent ensemble, c'est-à-dire elles relèvent de la même couleur. Mais il y a d'autres voix qu'il faut entendre. D'autres voix des économistes, par exemple. Lorsqu'on a dit, par exemple, la levée de la subvention, enfin, tous les économistes sont d'accord sur la levée de la subvention parce que la subvention elle-même, depuis fort longtemps, c'était, à mon avis, c'est une catastrophe. Oui, mais c'est une catastrophe qui a été, en fait, manigancée, qui a été créée par le gouvernement lui-même. Pourquoi? Parce que c'était depuis les années 60, depuis sa date de 70, on a vu, par exemple, les affaires, l'ouverture, puis après, pour faire endormir le peuple, c'est-à-dire il faut leur donner la subvention et le peuple bon, est très satisfait et c'est bon. Mais depuis les années 70, je ne vois vraiment pas, par exemple, de projet infrastructurel sur lequel l'économie du pays peut reposer. Ça, je ne le vois pas. Alors maintenant, pour l'étape à venir, est-ce qu'il y a, moi, comme je vous ai dit auparavant, je dis que moi je suis optimiste de cœur, mais pessimiste de raison. Pessimiste de raison parce que je veux voir actuellement sur le terrain des choses qui pourraient me convaincre. C'est-à-dire, à titre d'exemple, est-ce que vous pensez qu'actuellement, après le flottement de la livre égyptienne, et que la hausse des prix, on le voit actuellement, les prix montent de plus en plus, et puis après, on a vu, écoutez, après le flottement, on s'attend à une certaine prospérité. Puis tout d'un coup, on a vu par exemple le dollar monte de plus en plus, même après la levée de la subvention, après le flottement de la livre. Pensez-vous vraiment, comme nous disent les journaux aujourd'hui par exemple, que ici peut-être 6 mois, donc la valeur du dollar va diminuer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, parce qu'il n'y a pas de production. La valeur de la livre doit aussi. Oui, mais c'est-à-dire au démoné, ça veut dire la hausse. Oui, c'est la même chose. Ça revient au même. Oui, mais pour que cela arrive, il y a des conditions et reste à voir si ces conditions pourront être réalisées ou pas. Premièrement, comme le retour du tourisme, chose que nous ne pouvons pas garantir. La production, ça dépend de nous, donc on devrait s'y mettre. Qui va mettre les plans et pour engager ça? Qui? Oui. Est-ce que vous pensez justement, le gouvernement diminuer les exportations, les importations et augmenter les exportations. Donc ça, c'est vraiment les conditions de base. Oui, voilà, pour augmenter la valeur de la livre égyptienne. Mais est-ce que le gouvernement vraiment sert vraiment de chef d'orchestre? C'est-à-dire que vous avez par exemple des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est une arme à double tranchant. Vous regardez comme les Chines, par exemple. La Chine sait très bien utiliser, fait profiter de ses ressources humaines. Qui va utiliser ces ressources humaines? Vous avez par exemple des jeunes, 60% du peuple égyptien sont des jeunes.
et aussi des diplômés. Qui va les engager? Qui va leur créer des opportunités d'emploi? Est-ce que vous dépendez vraiment du secteur privé? Absolument pas. Le secteur privé, c'est le premier qui cherche à se débarrasser vraiment de la main-d'œuvre pour, par exemple, substituer des machines, ou bien il sélectionne quelques éléments, les éléments qui pourront, par exemple, satisfaire un certain nombre de conditions. Mais c'est le gouvernement à travers ses projets de production. C'est le gouvernement. Et maintenant, c'est que, actuellement, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des jeunes qui se baladent et qui cherchent un travail qu'ils ne trouvent pas. Donc, c'est ça. Moi, je vois, au présent, il faut vraiment, à présent, vous voir des projets qui pourraient engager ces jeunes. Là, je pourrais vous dire, oui, on commence à se développer. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il faut éradiquer la corruption. Parce que la corruption, tant qu'il y aura une main molle vis-à-vis de la corruption, on ne va pas avancer. Il n'y a pas d'issue. Il faut éradiquer la corruption, il faut être très ferme et très juste. On ne demande pas une boucherie. Non, on demande que ces gens-là, parce que d'après moi, tous ceux qui se sont présentés comme hommes d'affaires, c'est des courtiers, quoi. C'est des gens qui importent de l'extérieur et qui tuent l'industrie égyptienne aux dépens de ce qu'ils veulent, eux. Eux veulent gagner beaucoup plus. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait qui leur... Par exemple, maintenant, M. Abdel Fattah, il parlait de quoi? Il parlait du haut barrage, du canal de Suez, des usines du temps de Nasser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire toutes les 50 dernières années? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, le secteur privé? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, il faut que l'État revienne. Il faut que l'État reprenne son rôle. Ça, c'est primordial, à mon avis. Il ne faut pas laisser à des gens... Vous savez, j'étais une fois avec quelqu'un, un capitaliste aussi, il disait, oui, il faut que le gouvernement nous encourage. Je dis, ça fait 50 ans qu'on vous encourage. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Voilà, c'est ça le problème. Il faut maintenant regarder les choses en face. Il faut dire au peuple, et franchement, parce qu'il y a des gens qui sont ouverts au gouvernement, qui sont de la même mentalité. Il faut que le secteur privé. Non. En France, il y a des institutions et des grands projets nationalisés. Et aussi en Angleterre, partout. Même les États-Unis, qui sont le leader de l'économie libérale, soi-disant, quand il y a eu la crise de 2008, ils sont intervenus en tant qu'État pour sauver leurs institutions. On ne peut pas dire non, l'État ne doit... Alors qu'est-ce qu'il fait, l'État? L'État est là pour les servir à eux? Non, l'État est là pour tout le peuple. Oui, bon, alors deux choses... Vous avez évoqué un point important à propos du tourisme. Écoutez, le tourisme, c'est un facteur aléatoire. Un pays vraiment qui dépend du tourisme n'aura pas d'avenir. Le tourisme, enfin, ce n'est pas un secteur productif. Oui, c'est une source, par exemple, de devises. Mais il ne faut pas compter sur cette source pour développer le pays. Regardez, par exemple, les hôtels. On peut engager, par exemple, beaucoup de jeunes. Mais lorsqu'il n'y a pas de tourisme, lorsqu'il y a un attentat terroriste, ça va impacter le tourisme. Et quand ça impacte le tourisme, quelles seraient les conséquences? Les conséquences, tout simplement, c'est quoi? C'est que d'abord, on se débarrasse de la main-d'œuvre, puis après, c'est-à-dire que les devises vont diminuer. Le problème le plus fondamental, c'est quoi? C'est de trouver une source de production. La production. Et je pense que l'État qui doit se charger de la production, parce que le secteur privé ne peut pas se lancer, ne peut pas s'aventurer vraiment dans ce domaine, c'est-à-dire des projets à long terme. Non. Moi, je partage tout à fait votre avis et je vous l'ai dit au départ, un pays ne peut pas uniquement compter sur le tourisme et ne peut pas le garantir. Mais le tourisme était quand même l'une des sources importantes de devises en Égypte. Et c'est pour ça que l'Égypte... Il y a des facteurs, voilà, il y a des facteurs politiques qui jouent. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vraiment miser sur le tourisme actuellement. Mais je voudrais revenir à deux points que vous avez soulevés. Vous avez parlé de la corruption et vous avez parlé de la participation des hommes d'affaires. Alors, premièrement, pour la corruption, nous avons 15 millions d'employés dans des conditions difficiles.
dans des salaires quand même qui sont assez très peu importants par rapport à la situation économique actuelle, des prix qui sont en hausse, donc des circonstances difficiles. Comment pouvez-vous contrôler cela? C'est très difficile à contrôler. Il n'y a pas d'autre issue. Oui, il n'y a pas, c'est vrai, mais comment? Les mécanismes. Comment? Ça, c'est le travail du gouvernement. Ça, c'est le travail des gens qui nous gouvernent. Si moi, on m'appelle pour gouverner, j'aurais peut-être une idée. Mais là, je ne suis pas... je suis hors jeu, moi. Je ne peux pas. Mais les gens qui sont là, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour améliorer notre vie, pour améliorer les conditions de notre vie. Il y a la corruption, on doit regarder en face et savoir que la corruption est le frère jumeau de l'ouverture économique. Parce que l'ouverture économique a tout... Vraiment, ça a... comment dire ça a, je ne veux pas utiliser de mots gros, mais ça a sali l'image de l'Égypte. Parce que c'est des gens... Moi, par exemple, moi j'étais avocat. Je travaillais en tant qu'avocat dans le secteur public. Et je touchais le net, c'était quelques et 30 livres. Ou 35, ou 37, ou 38, je ne sais plus. Dans les années 60, on vivait très bien. Et mon mari était interdit de travailler parce qu'il venait de sortir de prison. Alors là, je veux dire que maintenant... Pour des raisons politiques. Hein, pour des raisons, bien sûr. Tout le monde connaît Ali Choubesh, c'est un intellectuel, un écrivain, un militant. Bon, mais le problème, c'est qu'on vivait. C'est vrai, ce n'était pas le luxe, mais on vivait. Alors que là, maintenant, si je vous dis, je vous donne 100 livres par jour, c'est peut-être oui ou non. Alors, s'il y a ça, et moi je dis toujours que Sadat, il a ligoté les salaires, il a fait envoler les prix. Ça ne peut pas, c'est ça. C'est là où il y a eu le tiroir ouvert. Oui, mais pour la corruption aussi, vous avez deux facteurs. Vous avez le citoyen et vous avez l'employé. Oui. Donc le citoyen comme l'employé, il est auteur justement de cette corruption. Tout à fait, je vous donne tout à fait raison. Mais je vais vous dire un petit exemple. Moi, si par exemple, si je touche 200 livres, alors que c'était pas au début, c'était pas du tout ça. Hein. Personne, vous savez qu'il y a eu en 77, il y a eu presque une révolution. Alors, moi, j'ai un fils ou une fille, un enfant qui est malade. Et vous êtes venu un jour pour me donner un pot de vin, 200 livres, admettons. Et moi, j'ai dit non, moi, je suis une femme honnête, je n'accepte pas et tout ça. Et j'ai mon fils qui a 40 de fièvre. Il risque de mourir. Et vous êtes venu me dire, ah, Farida, c'est pas la peine, ne fais pas une histoire. Je ne veux rien de toi, je te donne les 200 livres pour aller chez le médecin, parce que le médecin est à 200 livres maintenant, et on n'en reparlera plus. C'est fini, c'est déjà fait. L'acceptation, vous m'avez déjà soudoyé, c'est fini, il n'y a pas d'autres explications. Et là, je vais commencer à dire, oui, c'est vrai, il m'a sauvé, elle m'a sauvé, j'ai amené mon fils chez le médecin. Bon, alors, je dois faire attention pour préparer les frais pour le mettre dans une école payée. Et puis, oui, je vais lui faire un appartement. Et puis, c'est comme ça, ça commence comme ça. La corruption de la population a commencé avec l'ouverture économique que M. Ahmed Bahedine, il l'a appelé Sadah Madah. Ça veut dire n'importe quoi. N'importe quoi. C'était même pas étudié. Oui, mais est-ce que je vous disais, rejoint justement ce que vous avez dit, elle a son fils qui risque de mourir, qui est très malade, elle n'a pas d'autres moyens. Il n'y a pas. Donc que va-t-elle faire? Justement, mais je vous dis, il y a eu les deux facteurs. Ben justement, c'est pour ça qu'on devrait avoir vraiment des garanties sociales, au moins pour la classe la plus comme on en avait avant. Défavorable. Vous revenez encore une fois, donc ça veut dire que vous désignez encore une fois l'État, parce que oui, c'est l'État qui doit vraiment assurer le citoyen, doit lui fournir tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire assurance médicale et tout. Si vraiment tous ces services sont présentés aux citoyens, et puis après, vous avez oublié une chose, le contrôle, parce que permettez-moi d'emprunter la phrase de Dostoïevski, mais d'une autre manière, si l'État est absent, tout sera permis. Ça veut dire quoi? Le contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle. Mais même docteur Assam, s'il y a ce contrôle, vous avez 15 millions d'employés. Comment voulez-vous avoir un contrôle si les citoyens ne participent pas
et ne vont pas se plaindre, par exemple, disant comme quoi je n'ai pas pu terminer mes papiers parce qu'il y a un employé qui C'est pas une tâche corrompu, facile. par exemple. Mais vous n'avez Donc pas des les caméras citoyens, pour- ils ont à jouer Est-ce que un vous rôle. essayez, par Non, exemple, de bien sûr renouveler que vous votre n'avez pas de permis? caméra partout. Essayez Non. de renouveler votre permis de conduire. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir le martyr. Oui. Moi, je viens de faire Est-ce que l'expérience. vraiment- je me rappelle très bien, Oui. un investisseur a dit ça à Sharm el-Sheikh, un grand responsable. Comment voulez-vous que j'investisse en Égypte où quand j'ai besoin de renouveler mon permis, je dois passer une semaine pour le faire. Oui, oui. Si j'ai une compagnie, par exemple, une entreprise avec des Justement. employés, Moi, c'est la même chose. j'ai une solution. Allez-y. Il faut faire tout avec comment dire, le net électronique. Il faut qu'il n'y ait plus. Même, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup mieux pour le pays de faire n'importe quoi, de même donner des subventions à ces 15 millions et de le mettre à part. Vous avez vu le type chez qui on a trouvé 150 millions de livres. C'est C'est incroyable. où, au Conseil d'État? Qu'est-ce Oui. qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait ce... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec oui, tout ça. Au Conseil d'État. C'est incroyable, incroyable. Au Et au sein du Conseil d'État. Oui. Et puis après, vous avez raison justement. Oui. Mais le problème, c'est que moi, quand je dis le contrôle, ça veut dire quoi? C'est la responsabilité de l'État d'assurer le contrôle parce que ce sont des services gouvernementaux, des services gouvernementaux présentés aux citoyens. Et vraiment, c'est que le citoyen, maintenant, il est toujours disposé, prêt à payer un pot de vin, à condition que les procédures Il n'y a soient... pas d'autre moyen Il n'y a pas d'autre que moyen. le pot de vin. Et puis, nous, par exemple, moi j'ai vécu en France. Moi, je peux tout faire à la maison. Prendre mon ticket d'avion, donner tout ce qu'on me demande comme information sur ma situation pour la sécurité sociale, pour être remboursé. Tout est électronique. C'est rarement... Et pourquoi l'État ne pense pas à cette option? L'État ne pense pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que l'État pense. Ça fait quand même... Comment dire, c'est une lutte ou vivre ou mourir. Le type qui a 150 millions de livres sans les voitures, l'immobilier, il a plein l'or et tout ça. Hein. Bon, alors celui-là, est-ce qu'il va accepter, lui? Sûrement, c'est un de ceux qui ont fait la guerre au retour de l'État. Voilà. Bon. Je voudrais prendre très brièvement, parce qu'on a encore 2 reportages et il nous reste peu de temps, donc je voudrais reprendre le point où vous avez mentionné la participation du secteur privé. Pourquoi l'État n'impose pas certaines taxes, certains impôts, certaines participations au secteur privé? Parce que ce sont eux qui gèrent l'État maintenant. Ce sont eux qui ont l'emprise. Regardez, par exemple, moi, je donne un exemple, le lait des enfants. Le matin, on se lève, on va dans une pharmacie, est-ce que vous avez une boîte de lait? Il dit non. Une autre pharmacie, non. Une troisième pharmacie, oui, j'ai une boîte. Mais que ça disparaisse tout, dans toute l'Égypte, en une nuit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dedans, qui font la guerre à l'État. Parce que eux, quand ils importent tout ça, ils gagnent plus que le monsieur, là. Ça, c'est une économie de, comment on dit ça, pas de producteurs. De consommateurs? De consommateurs et de rentiers. Ouais. Hein? C'est l'économie de gens qui importent, qui gagnent et qui ne veulent pas, et qui importent même de certains pays, pas pour faire des relations avec les... Maintenant, nous sommes, je crois avoir lu quelque part, qu'on importe presque 70% de nos besoins. Oui. Est-ce que c'est possible pour une population de 90 millions et plus? C'est pas possible. C'est où ça, où vraiment la ruine et la catastrophe. Bon, on va passer à la politique extérieure maintenant avec la visite du président djiboutien que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi. Le président était en visite officielle en Égypte et cette visite cristallise la volonté des 2 pays de renforcer leur coopération bilatérale. Au cours de cette rencontre, le président djiboutien confirme que son pays est prêt à relancer ses relations à divers niveaux avec l'Égypte. Un reportage et on en parle tout de suite après.
Connu pour sa notoriété régionale et internationale axiale, le président djiboutien a souligné que l'Égypte est un pays de grand poids dans le monde arabo-africain et a une importante influence notamment au Proche-Orient. Pour ce, le numéro 1 djiboutien aspire à renforcer ses rapports avec le partenaire égyptien de manière à profiter aux intérêts des deux peuples. Selon le porte-parole de la présidence, cette visite reflète la volonté commune des deux pays d'accentuer leurs relations stratégiques et leur détermination à les orienter vers de vastes chantiers de travail, surtout dans les domaines commercial, techniques et financiers. Au terme des pourparlers, les deux leaders ont publié un communiqué conjoint marquant la relance d'un partenariat stratégique global et signé des mémorandums d'entente et des conventions avec le ministère de la Coopération internationale. Le tête-à-tête présidentiel a été suivi d'une conférence de presse durant laquelle les deux présidents ont parlé des principaux sujets évoqués. Fructueux et constructif étaient mes pourparlers avec le président djiboutien, a souligné le président Sisi, tout en soulignant que la période future requiert davantage d'efforts afin de promouvoir l'activité économique et commerciale entre les deux pays. Il a en outre déclaré que les conventions signées cristallisent bel et bien le bon degré de collaboration et les liens solides unissant les deux pays. Pour sa part, le président djiboutien a remercié Sisi pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, confirmant la solidité et la particularité des relations égypto-djiboutiennes et son souci de les orienter vers de vastes horizons de travail. Bon, cette visite, elle nous amène à parler des relations de l'Égypte avec l'Afrique. Où nous en sommes aujourd'hui? Enfin, c'est l'ouverture de l'Égypte actuellement sur tous les pays africains. Ça, vraiment, c'est une ouverture prospère. C'est-à-dire que l'Égypte intervient dans tous les domaines. Là, on voit un rôle important, un rôle croissant, en fait, joué par l'Égypte dans n'importe quelle manifestation diplomatique ou manifestation politique actuellement dans les conférences, soit au niveau de l'Union africaine, soit au niveau, par exemple, des organismes qui relèvent de l'Union africaine pour, par exemple, les ressources animales et pour aussi les ressources génétiques et tout ça. C'est-à-dire que l'Égypte est présente et que lorsque, par exemple, l'Égypte renforce ses relations avec aussi Djibouti, ça relève de la même chose. Et il y a actuellement, en fait, une activité importante, peut-être qui n'est pas mentionnée, c'est au niveau de la sécurité. Vous savez que le terrorisme sévit en Afrique, c'est-à-dire qu'au Mali, à titre d'exemple, Boko Haram, et aussi en Somalie, en Djibouti, on a vu les Chebab, on a vu beaucoup de mouvements, et l'Égypte, à mon avis, a intérêt à consolider un partenariat, à créer un partenariat stratégique avec les pays de l'Afrique, notamment la Somalie et Djibouti. Madame Farida Choubechi, est-ce qu'on est en train de regagner notre place en Afrique? C'est très important, bien sûr. Bien sûr, et je crois que c'était une des tâches que s'est fixé le président Sisi, parce que depuis l'attentat qui a visé le président Moubarak en Éthiopie, je crois, en Éthiopie, il a coupé avec l'Afrique, ça ne se fait pas. Moi, j'ai lu une déclaration ou un article, je crois, de le feu Boutros Ghali, qui était ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Il a dit « Je suis tombé des nues quand j'ai dit au président il faut se retourner vers l'Afrique ». Il n'a même pas répondu. Ça, c'est pas donné à tout le monde d'être vraiment un leader. Notre président actuel, c'est vraiment un leader. C'est vraiment quelqu'un qui travaille pour l'Égypte, pas pour lui, pas pour sa gloire personnelle, pas pour son prestige, pour le prestige de l'Égypte. Et comme a dit M. Abdel Fattah, maintenant, par exemple, il y a c'est notre dimension, l'Afrique, c'est notre environnement. Si on renoue avec l'Afrique, on sera beaucoup plus fort, même sur le plan international. Sur le plan pas seulement régional, mais international aussi. C'est très important pour nous de regagner l'Afrique. Et en plus de Djibouti, il y a aussi un accès sur la mer Rouge qui peut être très important pour notre sécurité nationale. Oui. On a vu la même chose avec l'Ouganda aussi, des projets économiques. J'espère que ça va se réaliser avec l'Ouganda. Outre les projets économiques, nous avons le Nil. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça, bien sûr. L'énergie et tout ça. Mais l'Ouganda, je crois, vous parlez de la
de la ressource hydraulique. Qui vont lier la Victoria avec... Oui. C'est très important. L'Afrique est pleine de, comment on dit, de richesses, d'espoir. Vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, le temps a filé très vite avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine, demain plutôt, avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.